1939, l'Allemagne avait toutes les cartes en main pour être la première à mettre au point une bombe atomique. Elle avait les meilleurs scientifiques du monde et la connaissance de la fission nucléaire. En face, les États-Unis en 1939 étaient complètement largués. Mais cependant, ils vont être les premiers à saisir le potentiel de cette quantité ahurissante d'énergie contenue dans l'atome. En 1942, ils lancent le projet Manhattan, construisent une véritable ville dans le désert à Los Alamos et débloquent un budget illimité. Ils seront les premiers à construire cette arme ultime. Dès lors, le sort de la guerre était scellé et le monde allait changer à jamais. Mais alors, pourquoi l'Allemagne a-t-elle échoué ? Qu'est-ce qui a manqué aux scientifiques allemands ? Du talent, de l'organisation, des matières premières, ou bien est-ce que ce sont ces scientifiques qui ont fait de la résistance passive en ralentissant volontairement leurs recherches ? Bienvenue dans cette nouvelle plongée dans la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de vidéos sur YouTube existent sur le projet Manhattan aux États-Unis, mais beaucoup moins sur le projet Uranium en Allemagne. Alors accroche-toi et laisse-moi t'emmener plus de 80 ans en arrière, là où s'est joué le destin du monde. En 1939, l'Allemagne est la plus grande puissance scientifique du monde. Le nom que vous devez retenir est Otto Hahn. Le 6 janvier 1939, la revue scientifique allemande Naturwissenschaften publie un article signé d'Otto Hahn et de son assistant Fritz Strassmann qui provoque un raz-de-marée. Ils ont réussi, en bombardant un noyau d'uranium avec des neutrons, à le briser en deux avec un dégagement d'énergie. Cette découverte bat en brèche la théorie de l'atome qui prévalait depuis le début du XXe siècle, affirmant que les noyaux des atomes étaient stables. Mais ce n'est pas tout. Lise Meitner, une collaboratrice d'Otto Hahn, reproduit l'expérience et observe que les deux nouveaux éléments créés par la fission ont une masse inférieure à l'atome d'uranium initial. Où est donc passée cette masse ? Dans le dégagement d'énergie d'une part, car la masse c'est de l'énergie, et surtout par l'émission d'autres neutrons lors de la fission. Les scientifiques entrevoient alors la possibilité d'une réaction en chaîne incontrôlable. Nous sommes encore très loin de la bombe atomique, mais la première porte a été enfoncée. Les scientifiques allemands font la course en tête de la recherche nucléaire. En ce début d'année 1939, les publications sur la fission nucléaire se multiplient, le monde scientifique est en ébullition. Le 24 avril, 2 scientifiques allemands écrivent au ministère de la guerre du Reich que cette réaction en chaîne pourrait potentiellement servir à concevoir une bombe dévastatrice, dépassant de très loin les bombes actuelles. Puis, le ministère de l'Éducation et de la Recherche du Reich convoque une réunion pour éclaircir l'affaire. À l'issue de cette réunion, l'Allemagne passe la seconde. Il est décidé de stopper toutes les exportations d'uranium du Reich pour que l'Allemagne commence à se constituer un stock. Les services scientifiques de l'armée allemande rentrent aussi dans la partie. L'Allemagne prend la première place, la situation pour les Alliés est critique. Aux États-Unis, un scientifique hongrois, Leo Szilard, s'inquiète des avancées allemandes. Confrère d'Albert Einstein, il est parfaitement au courant des dernières recherches sur la fission nucléaire et les réactions en chaîne, et c'est peut-être le plus visionnaire sur les possibilités de création d'une bombe atomique et ses conséquences effrayantes qu'elle pourrait avoir sur le monde. Il essaye une première stratégie. Leo Szilard écrit à la communauté scientifique internationale pour tenter de stopper toutes les recherches sur la fission nucléaire. Il rallie certains scientifiques à sa cause, à qui il fait entrevoir l'immense danger que cela représente, mais pour d'autres, la science est sacrée, elle ne doit pas être bridée. Szilard essaye surtout d'entrer en contact avec les scientifiques européens et bien sûr les scientifiques allemands pour les mettre au secret. Mais le 3 septembre 1939, la guerre mondiale est déclarée. Les publications internationales cessent et les pays se referment sur eux-mêmes. Les scientifiques allemands sont phagocytés par le régime nazi et mis au silence. Pour Szilard, il est trop tard. Il doit maintenant prévenir le gouvernement américain. Avec ses collaborateurs Edward Teller et Eugene Wigner, il rédige une lettre à destination du président Roosevelt pour l'alerter sur les risques que l'Allemagne s'empare de cette technologie, des bombes d'un nouveau genre extrêmement puissantes. Il enjoint aussi Roosevelt à stocker au plus vite de l'uranium et à lancer un programme américain pour prendre les Allemands de vitesse. Leo Szilard se rend ensuite à Long Island où séjourne Albert Einstein. Albert Einstein, détenteur d'un prix Nobel, jouit d'une réputation internationale. Il leur faut absolument sa signature pour ajouter du poids à leur lettre. Einstein accepte et signe la lettre le 2 août 1939. La lettre fait un très grand effet sur le président américain Roosevelt.
Non seulement il faut arrêter l'Allemagne, mais il faut absolument doter les États-Unis de cette arme ultime qui les rendrait invincibles. Pourtant, c'est presque 3 ans plus tard que Roosevelt lance officiellement le projet Manhattan. Pendant ce temps, l'Allemagne a accumulé une énorme avance. En 1942, l'Allemagne enregistre ses premières grandes défaites. C'est la fin des victoires foudroyantes de la Blitzkrieg. Elle échoue à s'emparer des grandes villes de l'URSS sur le front de l'Est. Dès lors, l'Allemagne passe à une économie de guerre totale. Tout l'appareil productif du pays est dirigé vers la production d'armements. Les mots d'ordre sont pragmatisme et efficacité. En d'autres termes, il est inenvisageable pour les autorités nazies de dépenser des sommes folles pour un programme n'ayant aucune garantie de succès. L'armée écrit alors aux scientifiques allemands du programme Uranium. Les recherches de votre groupe nécessitent un effort qui, au vu des stocks actuels de matériaux de guerre, ne peut se justifier que si des applications sont envisageables dans un futur prévisible. Tous les laboratoires du programme Uranium sont invités à rédiger un compte-rendu présentant l'avancée de leurs travaux pour décider ou non de leur maintien. Le ministre de l'Armement Albert Speer convoque une réunion le 26 février 1942 où Werner Heisenberg fait une grande intervention et parle au nom du projet Uranium. Heisenberg évoque la possibilité d'une bombe atomique, ce qui suscite beaucoup d'enthousiasme, mais insiste et termine son intervention sur la priorité de développer des machines à uranium aux très nombreuses applications comme la production d'énergie ou la propulsion nucléaire. Ces applications sont en effet beaucoup plus réalistes que la bombe atomique, pour laquelle il faudrait un enrichissement conséquent en uranium-235, défi que les scientifiques allemands n'arrivent pas à relever pour le moment. Enfin, Werner Heisenberg demande à Albert Speer un financement de 40 000 Deutsche Marks, une somme dérisoire face à l'ampleur des projets et totalement incompatible avec les recherches sur la bombe. En concurrence avec Heisenberg, un ingénieur allemand, Werner von Braun, le concepteur des missiles balistiques V1 et V2, fait beaucoup plus d'effet sur Albert Speer en promettant que ces missiles sont à portée de main. Ainsi, le projet Uranium, en 1942, est relégué au second plan. Albert Speer écrit dans ses mémoires: sur l'avis des spécialistes de la physique nucléaire, nous renonçâmes dès l'automne 1942 à construire la bombe atomique. Les délais nécessaires pour la mettre au point étaient de 3 ou 4 ans. L'issue de la guerre serait certainement décidée depuis longtemps. Mais le programme uranium allemand n'est pas au bout de ses peines. Il perd la tutelle militaire du HWA, ce qui signifie peut-être plus d'indépendance, mais moins d'approvisionnement et de passe-droit. De plus, les stocks d'eau lourde, éléments clés pour continuer à développer les machines à uranium, sont menacés. Le seul site du Reich qui en produit, en Norvège, est la cible de plusieurs attaques alliées. Malgré tout, en 1942, les scientifiques allemands font des avancées significatives. À l'été 1942, l'Allemagne réussit à faire fonctionner le tout premier réacteur nucléaire. Le scientifique allemand Dibner, dirigeant un laboratoire de recherche militaire, suivant les recommandations de Heisenberg, utilise de la paraffine comme modérateur de la réaction en chaîne plutôt que de l'eau lourde dont les approvisionnements sont rationnés. Le réacteur s'enclenche et produit de l'énergie. L'Allemagne a fait un grand pas dans la maîtrise de la machine à uranium. Si elle continue ses recherches, elle va peut-être mettre la main sur le secret de la bombe atomique. Le scientifique Hartek réussit également à produire un enrichissement de l'uranium-235 au seuil de 5%. C'est déjà plus que pour faire fonctionner une centrale nucléaire, et la méthode novatrice qu'il a utilisée, la centrifugation, est la méthode d'enrichissement la plus utilisée aujourd'hui. Même si on est bien loin du taux d'enrichissement de la bombe atomique qui doit approcher les 100%, une fois de plus, les scientifiques allemands s'approchent dangereusement du but. Mais en 1943, les bombardements massifs des Alliés démarrent en Allemagne. Les laboratoires du programme Uranium sont obligés de déménager en catastrophe, perdant un temps précieux. Une partie de l'Institut Kaiser Wilhelm de Berlin est détruite sous les bombes. Ce bombardement n'est pas anodin. L'Institut a été précisément visé sur demande de Leslie Groves, le chef du projet Manhattan aux États-Unis. Quand le programme Uranium s'enterrait en 1943, de l'autre côté de l'Atlantique, le projet Manhattan déployait des moyens complètement fous. Plus de 100 000 personnes, 2 milliards de dollars et une véritable ville secrète construite dans le désert à Los Alamos. La suite, nous la connaissons tous. Le 16 juillet 1945, les États-Unis testent la première bombe atomique prénommée Trinity dans le désert du Nouveau-Mexique. 3 semaines plus tard, le 6 août 1945, la ville d'Hiroshima au Japon plongeait dans l'enfer, suivie 3 jours plus tard de Nagasaki.
Ce n'est pas la raison la plus sexy à présenter, mais elle est extrêmement importante et se retrouve partout dans le régime nazi. Il n'y avait pas dans le programme Uranium de coordination et d'organisation centrale comme c'était le cas pour le projet Manhattan aux États-Unis. S'il y avait eu un organisme chargé d'atteindre des objectifs, d'établir des feuilles de route et d'optimiser les ressources employées, il est probable que l'Allemagne ait poussé ses recherches beaucoup plus loin, peut-être même jusqu'à la bombe atomique. Mais s'il n'y avait pas de coordination de ce type, c'est aussi parce qu'il y avait un manque de volonté politique claire, les autorités nazies ne comprenant pas tout à fait ce que pouvait être une bombe atomique. Tout ça était très nébuleux en Allemagne. Le programme Uranium était bien placé sous la direction du HWA, l'agence d'approvisionnement en armes et en matières premières de l'armée allemande, mais le HWA a échoué à jouer son rôle de coordinateur. Pire, le programme Uranium était en fait un réseau de laboratoires indépendants qui pour certains d'entre eux travaillaient sur les mêmes projets, en concurrence les uns avec les autres, et faisaient de la rétention d'informations. De plus, les groupes de scientifiques théoriciens n'avaient que peu de contact avec les expérimentateurs, ce qui faisait perdre un temps précieux, alors qu'aux États-Unis, toutes les spécialités étaient regroupées sur un seul site, Los Alamos au Nouveau-Mexique. En plus du programme Uranium, d'autres centres de recherche nucléaire apparaissent en Allemagne. La Poste du Reich lance son propre programme axé sur la séparation isotopique vers l'enrichissement de l'uranium. La Kriegsmarine se joint aussi à la compétition en montant son propre groupe de chercheurs qui doivent développer des moteurs à propulsion nucléaire. Au lieu de réunir ses efforts et ses talents, l'Allemagne les a éparpillés. Le matin du 6 août 1945, le major britannique Rittner rentre dans la chambre du scientifique allemand Otto Hahn, le découvreur de la fission nucléaire. Otto Hahn est détenu prisonnier avec 9 autres scientifiques dans le cottage de Farm Hall en Angleterre. Le major annonce la nouvelle de l'explosion nucléaire sur Hiroshima à Otto Hahn qui s'effondre. Le major raconte dans son compte-rendu la réaction de Otto Hahn. Il a été complètement brisé par cette nouvelle. Il a dit qu'il se sentait personnellement responsable de la mort de centaines de milliers de personnes, puisque c'était sa propre découverte qui avait rendu la bombe possible. Il m'a dit qu'il avait pensé au départ à se suicider. Ce que les scientifiques allemands ignorent, c'est que la villa de Farm Hall est truffée de micros. Les Britanniques enregistrent et consignent toutes les conversations. Les deux principales réactions des scientifiques allemands sont l'incrédulité et le soulagement. L'incrédulité car certains ne croient pas à la nouvelle de la bombe nucléaire, ils pensent que les Américains bluffent. Werner Heisenberg, le chef du groupe, n'en croit pas un mot, ce qui montre que les scientifiques allemands du programme Uranium étaient très loin d'envisager dans un futur proche le développement d'une bombe nucléaire en Allemagne. L'autre réaction est le soulagement de ne pas avoir été à l'origine de cette arme ultime. Otto Hahn aurait dit « Je remercie Dieu à genoux que nous n'ayons pas fait la bombe à uranium ». Mais ce n'est pas tout. Werner Heisenberg avoue que, bien que la possibilité de la bombe nucléaire fût claire dans sa tête, il était très content d'avoir focalisé ses recherches sur le moteur à uranium plutôt que sur la bombe. A-t-il roulé les autorités nazies dans la farine ? En 1947, il publie un article dans lequel il affirme que les scientifiques allemands auraient choisi sciemment d'orienter les recherches vers le développement de réacteurs nucléaires plutôt que vers la bombe atomique. Ainsi, ils auraient fait de la résistance passive. Il est vrai que les scientifiques allemands, que les autorités nazies avaient beaucoup de mal à comprendre, ont orienté leurs recherches en s'éloignant de la bombe nucléaire. Mais cela s'explique avant tout parce que la bombe nucléaire était un défi technique inatteignable ou qui aurait pris des années, alors qu'en 1943, tout le monde pressentait que la guerre allait bientôt se terminer. Les scientifiques allemands ne maîtrisaient pas les procédés pour développer la bombe, notamment l'enrichissement de l'uranium, et manquaient cruellement de matières premières. La question qu'il faut se poser est la suivante. Si les scientifiques allemands avaient été en mesure de construire la bombe, est-ce qu'ils l'auraient fait ou est-ce qu'ils auraient fait de la résistance passive ? Je pense que vous avez une idée de la réponse. Car il y a une troisième réaction de ces scientifiques emprisonnés en Angleterre à l'annonce de l'explosion nucléaire à Hiroshima, une blessure d'orgueil d'avoir été pris de vitesse par les Américains, qu'ils méprisaient d'ailleurs d'un point de vue scientifique. Une chose est sûre, si les Allemands avaient percé le secret de la bombe atomique, Hitler n'aurait pas hésité une seconde à s'en servir sur l'Angleterre, comme l'écrit Albert Speer dans ses mémoires.